Première pièce non avortée de Racine, jouée par la troupe de Monsieur, frère du roi Louis XIV, du Palais Royal de Molière, en juin 1664. La tragédie La Thébaïde fait référence à une pièce d'Euripide qui s'intitulait Les Phéniciennes. La séquence est issue de la mythologie grecque et se situe temporellement entre deux événements assez connus. En amont, le mythe d'Oedipe qui tua son père et épousa sa mère Jocaste sans le savoir. En aval, le mythe d'Antigone, une des enfants de ce couple incestueux, qui désobéit à son oncle Créon en voulant rendre une sépulture au cadavre de son frère Polynice, déclaré ennemi de la patrie. La pièce se passe dans la cité grecque de Thèbes, située à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d'Athènes, d'où son nom. La pièce n'eut pas de réel succès, d'une part parce que Racine n'était pas encore vraiment connu en tant qu'auteur de tragédie, mais aussi parce qu'elle fut jouée en été. Or à l'époque, il était d'usage que les comédies soient jouées à la belle saison et les tragédies en hiver. Par ailleurs, c'était la troupe concurrente du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, troupe royale, qui était réputée pour jouer les tragédies. Les acteurs Floridor, Montfleury et Mademoiselle des Œillets étaient très célèbres. À l'époque, ils se donnaient des noms champêtres. Mais cette troupe avait déjà des engagements pour d'autres pièces et Racine ne voulut pas attendre et alla donc voir la troupe de Molière. Dans le répertoire de Racine, cette pièce occupe une place à part, jugée peu racinienne car la passion amoureuse n'y est pas centrale, et aussi par le caractère extrêmement sanglant puisque quasi tous les personnages meurent. La pièce se termine par un monologue du nouveau roi Créon dont on devine qu'il va bientôt mettre fin à ses jours. Racine se défendait de ses critiques en arguant, sève dans sa préface, que la Thébaïde était le sujet le plus tragique de l'Antiquité et que la haine entre les deux frères envahissait tout. Il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Personnellement, je trouve que cette pièce est assez intéressante et vaut le détour. Elle illustre magistralement que la haine ne profite à personne, déborde de son cours initial et détruit tout in fine. Pour un coup d'essai, c'était déjà un coup de maître. Alors faisons tout d'abord le point sur le contexte mythologique de l'histoire. La pièce de Racine met en jeu des personnages de Jocaste, mère incestueuse d'Éthéocle, Polynice, Antigone et de leur oncle Créon, frère de Jocaste. La fille Ismène n'est pas nommée. Oedipe est cité mais est déjà mort et avait édicté le principe que le pouvoir de la cité de Thèbes devait être exercé de façon alternative par ses deux fils, une année chacun. Il ne fallait pas être grand clerc pour juger que c'était stupide, ça ne pouvait pas marcher. C'était inconsciemment une façon de transmettre à la prochaine génération la malédiction qu'Oedipe avait reçue. De fait, Éthéocle, régnant la première année, ne voulut pas céder sa place à Polynice. Rappelons d'où venait la malédiction héréditaire. Initialement, tout provient du premier mari de Jocaste, Laios. Ce dernier, chassé dans sa jeunesse de Thèbes, trouve refuge auprès du roi Pélops. Ce roi lui confie l'éducation de son fils Chrysippe. Laios tombe amoureux de ce dernier, l'enlève pendant une course de chars et le viole. Le jeune homme se suicide. Pélops appelle alors sur Laios la malédiction d'Apollon. Aviez-vous en tête que toute la malédiction sur la famille de Jocaste et Laios provenait de cette agression sexuelle ? Moi, non. C'est assez peu décrit et à ma connaissance, nul roman ou pièce ne traitait ce point, ce qui paraît assez étonnant. Plus tard, Laios devient roi de Thèbes et épouse Jocaste. Un oracle de Delphes indique que si un enfant mâle survient, celui-ci tuera son père et épousera sa mère. Les deux époux se gardent donc de toute relation, mais un jour, Laios, ivre, fait l'amour à Jocaste et naît Oedipe. Pour conjurer l'oracle, ils abandonnent leur fils et Oedipe est recueilli par un berger qui le confie au roi de Corinthe, Polybe, et est élevé loin de Thèbes dans l'ignorance de son origine adoptée. Des années plus tard, Oedipe apprend par l'oracle de Delphes que sa destinée est de tuer son père et d'épouser sa mère. Croyant être le fils naturel de Polybe, il décide de s'enfuir loin de Corinthe afin d'empêcher l'accomplissement de la prophétie. Lors de sa fuite, il croise Laios sur une route étroite. Dans une version, les deux personnages se querellent au moment de décider qui devra garer son char sur le côté pour laisser passer celui de l'autre. Une bagarre éclate alors dans laquelle Laios est tué par son propre fils. Ainsi, la première partie de la malédiction s'accomplit. En continuant sa route, Oedipe arrive à Thèbes. Il sévissait alors une sphinge. Nous ignorons ce qui pousse Oedipe à aller l'affronter, mais il réussit à résoudre la fameuse énigme et donc à en libérer la ville. Comme récompense pour avoir vaincu la sphinge, Oedipe obtint le trône de Thèbes, laissé vacant après la mort du roi Laios, ainsi que la main de sa veuve, Jocaste, en fait sa mère. Le second volet de l'oracle est accompli. Les différences avec la pièce d'Euripide. Racine effectue deux écarts importants par rapport au déroulé de la pièce d'Euripide. Créer un désir amoureux incestueux de Créon envers sa nièce Antigone, cette dernière aimant le fils de Créon, Aimon,
Aimon, qui sert les intérêts de Polynice. C'est la seule petite incursion dans la pièce d'un enjeu amoureux, mis à part celui de la mère Jocaste pour ses 2 fils, qui est en fait le véritable sentiment développé et qui est le plus touchant dans la pièce. Le deuxième point, c'est établir comme fait original que Éthéocle et Polynice étaient des jumeaux, de façon à ne pas choquer le principe monarchique en vigueur à l'époque, issu de la loi salique, que c'était l'aîné qui avait le droit d'hériter du trône, le cadet ne pouvant absolument pas revendiquer ce droit. Alors la décomposition de la pièce en 5 actes, et les vers de mon point de vue les plus marquants et les plus intéressants. Acte 1. Jocaste et Antigone tentent de ramener la paix entre les 2 frères. Créon, le frère de Jocaste, souffle dans l'ombre sur les braises, propageant les allusions et les fausses rumeurs. Jocaste s'adressant à sa confidente Olympe et au soleil. Tu sais qu'ils sont sortis d'un sang incestueux et tu t'étonnerais s'ils étaient vertueux. Jocaste à Éthéocle, eh bien, puisqu'à ce point vous en êtes avide, je vous offre à commettre un double parricide. Verser le sang d'un frère, ici c'est peu du sien, je vous invite encore à répandre le mien. Et n'ayant plus au trône un fâcheux concurrent, de tous les criminels, vous serez le plus grand. Créon parlant de la honte qu'il a de son fils Aimon qui sert Polynice. Écoutez un peu mieux la voix de la nature, ça c'est Antigone, et Créon qui lui répond. Plus l'offenseur m'est cher, plus je ressens l'injure, qui est un vers très connu. Antigone parlant toute seule et s'adressant au ciel pour Aimon. Ramène le fidèle et permets en ce jour qu'en retrouvant l'amant, tu retrouves l'amour. Acte 2. Antigone et Aimon, le fils de Créon, qui sont amoureux, discutent des possibilités de réconciliation entre les 2 frères. Oracle qui annonce la malédiction sur les 2 frères et Antigone et Jocaste demandent à Polynice un délai pour négocier. Mais alors qu'il s'apprêtait à accepter, son Éthéocle rompt la trêve et attaque les troupes de son frère. Aimon s'adressant à Antigone. Qu'il est doux d'adorer tant de divins appâts, mais aussi que l'on souffre en ne les voyant pas. Et que pensant à moi, vous penseriez aussi qu'il faut aimer beaucoup pour obéir ainsi. Polynice parlant d'Éthéocle à Jocaste. De ses inimitiés, rien n'arrête le cours. Quand il hait une fois, il veut haïr toujours. Jocaste. Ne cesserons-nous point, après tant de malheurs, vous de verser du sang, moi de verser des pleurs. Antigone répondant à sa mère devant son frère Polynice, duquel elle décrit les relations. À peine en sa mémoire ai-je encore quelques rangs. Il n'aime, il ne se plaît qu'à répandre du sang. Antigone s'adressant à Polynice. Oui, mon frère, il n'est pas comme vous, inflexible. Aux larmes de sa mère, il a paru sensible. Nos pleurs ont désarmé sa colère aujourd'hui. Vous l'appelez cruel, vous l'êtes plus que lui. Acte 3. Le sacrifice de Ménécée, un des fils de Créon, permet de stopper le combat. Créon réclame la paix à Polynice, mais une confidence de Créon à Attale conduit à comprendre que Créon attise la haine entre les 2 frères ennemis. Sa volonté de vengeance de son fils décédé le conduit à souhaiter la perte des 2 frères, ce qui lui permettrait de devenir roi de Thèbes. La scène 2 est un monologue que je trouve touchant, où Jocaste s'adresse au ciel en se révoltant contre la malédiction qui a frappé la famille entière. Ô ciel, que tes rigueurs seraient peu redoutables si la foudre d'abord accablait les coupables, et que tes châtiments paraissaient infinis quand tu laisses la vie à ceux que tu punis. Tu ne l'ignores pas, depuis le jour infâme où de mon propre fils je me trouvais la femme. Et toutefois, ô Dieu, un crime involontaire devait-il attirer toute votre colère? Le connaissais-je, hélas, ce fils infortuné? Vous-même dans mes bras, vous l'avez amené. C'est vous dont la rigueur m'ouvrit ce précipice. Voilà de ces grands dieux la suprême justice. Jusqu'aux bords du crime, ils conduisent nos pas, ils nous le font commettre et ne l'excusent pas. Créon s'adressant à son confident Attale. Non, non, tu me verras d'une constante ardeur haïr mes ennemis et chérir ma grandeur. Ne t'étonne donc plus si je veux qu'ils se voient. Je veux qu'en se voyant, leur fureur se déploie, que rappelant leur haine au lieu de la chasser, ils s'étouffent, Attale, en voulant s'embrasser. Tous les premiers forfaits coûtent quelques efforts, mais Attale en commet les seconds sans remords. Acte 4. Les 2 frères se rencontrent et se disputent. La paix n'est pas obtenue. Jocaste voit ses 2 fils partir en guerre l'un contre l'autre. Elle se donne la mort. Éthéocle à Créon. Je connais Polynice et son humeur altière. Je sais bien que sa haine est encore tout entière. Je ne crois pas qu'on puisse en arrêter le cours. Et pour moi, je sens bien que je le hais toujours. Nous étions ennemis dès la plus tendre enfance. Que dis-je, nous l'étions avant notre naissance. Et maintenant Créon que j'attends sa venue, ne crois pas que pour lui ma haine diminue. Plus il approche et plus il me semble odieux, et sans doute il faudra qu'elle éclate à ses yeux. Je veux pour donner cours à mon ardente haine, que sa fureur au moins autorise la mienne, et puisqu'enfin mon cœur ne saurait se trahir, je veux qu'il me déteste afin de le haïr. Qu'ils entrent, cette approche excite mon courroux, qu'on hait un ennemi quand il est près de nous.
Jocaste, étrange ambition qui n'aspire qu'au crime, où le plus furieux passe pour magnanime. Polynice, la guerre, les combats, tant de sang répandu, tout cela dit assez que le trône m'est dû. Et Théocle, tout cela dit assez que le trône est à moi, et tant que je respire, il ne peut être à toi. Polynice, tu sais qu'injustement tu remplis cette place, et Théocle, l'injustice me plaît pourvu que je t'en chasse. Jocaste, vous n'êtes pas ici dans un champ inhumain. Est-ce moi qui vous mets les armes à la main? Tous deux pour s'attendrir, ils ont l'âme trop dure, ils ne connaissent plus la voix de la nature. Et Théocle, Créon sait là-dessus quel était mon désir. J'eusse accepté le trône avec moins de plaisir. Je te crois maintenant digne du diadème, je te le vais porter au bout de ce fer même. Polynice, quand je devrais au ciel rencontrer le tonnerre, j'y monterai plutôt que de ramper à terre. Acte 5. Les deux frères s'entretuent sur le champ de bataille, mais en tentant de les séparer, Aimon meurt aussi. Antigone est anéantie, Créon peut régner et demande le cœur d'Antigone. Cette dernière se suicide. À cette nouvelle, Créon, dans un dernier monologue, souhaite que la mort vienne ardemment. Antigone, prince dénaturé, vous voilà satisfait, la mort seule entre vous pouvait mettre la paix. Créon, madame, je l'avoue, et les destins contraires me font pleurer deux fils, si vous pleurez deux frères. Par l'excès de leur haine, ils semblaient réunis, et prêts à s'égorger, ils paraissaient amis. Dans le sang de son frère, il semble se baigner, et tu meurs, lui dit-il, et moi je vais régner. Antigone, adieu, nous ne faisons tous deux que nous gêner, je veux pleurer, Créon, et vous voulez régner. Créon, je l'étais, mais surtout j'étais né pour régner, et je perds beaucoup moins que je ne crois gagner. Ah, Attal, mourons donc. Ah, Seigneur, quelle cruelle envie, Créon. Ah, c'est m'assassiner, que me sauver la vie. Tant d'autres malheureux dont j'ai causé les maux font déjà dans mon cœur l'office des bourreaux. Je ressens à la fois 1000 tourments divers et je m'en vais chercher du repos aux enfers. Voilà, c'est la fin de la pièce. Il faut se rappeler qu'à l'époque, une bonne tragédie devait inspirer un double sentiment, à la fois la crainte, la frayeur et aussi la pitié. Le principe poétique d'Aristote indiquait que les meilleurs sujets sont ceux qui reposent sur le surgissement des violences au sein des alliances. Et évidemment, la violence au sein d'une famille répond pleinement au principe poétique d'Aristote. Alors je vous laisse là-dessus. Rendez-vous en décembre pour la prochaine pièce de Racine, Alexandre le Grand, beaucoup moins sanglant que vous verrez, mais officiellement au travers du personnage d'Alexandre, c'est le roi Soleil lui-même qui est célébré. À la prochaine!